Donc moi, je m'appelle Timothée Duverger, donc je ne sais pas ce qui vous a été dit. Donc je me présente en deux mots. Je suis responsable de la chaire territoire de l'économie sociale et solidaire à Sciences Po Bordeaux. Et effectivement, j'ai pas pu faire le déplacement aujourd'hui puisque j'avais quelques obligations sur Bordeaux. Toujours est-il que Thierry m'a demandé effectivement de vous parler un petit peu d'économie sociale et solidaire et dans son lien avec la question notamment de la transition écologique. Euh, Peut-être pas exclusivement, mais qu'en tout cas ce soit un élément présent dans ma présentation. Donc c'est ce que je vais essayer de m'employer à faire, et évidemment en ne débordant pas, hein, encore une fois. Alors, la première chose à dire, c'est quoi l'économie sociale et solidaire? Alors d'abord, vous pouvez relever que, puisque nous avons eu quelques atermoiements pour la nomination du nouveau gouvernement, qu'il y a une ministre à l'économie sociale et solidaire. Bon, ce qui est déjà un signal de l'intérêt que peut avoir ce sujet, et ce, même de manière transpartisane, hein, puisque évidemment, ça a été plutôt porté, c'est dans le titre, hein, social et solidaire, plutôt par la gauche, mais en réalité, c'est tout à fait transpartisan. Et là, on voit donc un gouvernement réputé très conservateur créer un ministère sur le sujet, alors même qu'il y avait d'autres oublis. Je pense par exemple à la question du handicap. Donc ça témoigne en tout cas d'une influence aussi et d'un intérêt croissant pour ce qui relève de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est d'autant plus important que nous fêtons cette année les 10 ans de la loi d'économie sociale et solidaire, qui était une loi à l'époque portée, donc votée en 2014 et portée par Benoît Hamon, donc lorsqu'il était ministre à ce sujet. Et donc il avait l'ESS et la consommation à l'époque dans son portefeuille. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est président de ESS France, c'est-à-dire l'organisation qui regroupe un peu tous les mouvements dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc maintenant, il y a eu de son côté une forme de reconversion. Il est passé de l'autre côté puisque il n'est plus engagé politiquement, ou plus trop, disons, et il le fait plutôt au titre de la société civile, hein, comme d'autres, hein, qu'on a vu avoir de telles reconversions. Toujours est-il que donc l'économie sociale et solidaire, pour vous dire en deux mots de quoi il s'agit, puisque c'est défini par la loi, comme je vous l'ai indiqué, la loi dit l'économie sociale et solidaire, c'est un mode d'entreprendre et de développement qui a un certain nombre de caractéristiques spécifiques qui la distinguent au fond des autres formes d'économie. Ces caractéristiques, en fait, sont de trois ordres. Première caractéristique, c'est l'idée qu'on poursuit un objectif autre que la seule recherche de bénéfices, hein. Cela pouvant aller jusqu'à une véritable mission d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'on va avoir des missions, notamment en lien avec la cohésion sociale, hein, le fait de restaurer le lien social, de lutter contre les exclusions, de réduire les inégalités, voilà, tout un tas de soutenir les personnes vulnérables, hein. Donc, on va retrouver tout un tas d'activités qui relèvent de l'utilité sociale, dans laquelle on intègre d'ailleurs la définition de l'utilité sociale, parle aussi du développement durable, hein. C'est-à-dire qu'utilité sociale, c'est aussi les questions environnementales, hein, même si elles sont peut-être pas tout à fait mises au même niveau, mais on y traite aussi des questions environnementales, notamment en matière de ce qui va être notamment en vue, c'est tout ce qui touche à l'économie circulaire, le réemploi en particulier, ou bien la transition énergétique, par exemple, ou les nouvelles mobilités, les mobilités décarbonées. Bon, on y reviendra. Donc là, il y a un premier principe. Deuxième principe, ça va être en lien, puisque si ce n'est pas la seule recherche de bénéfices, c'est qu'en fait, il y a un but non lucratif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand on fait des bénéfices, parce que c'est pas parce qu'on a deux objectifs qu'on ne fait pas de bénéfices, quand on a des bénéfices, qu'on appelle dans l'ESS des excédents, eh bien ces excédents, on les réinvestit dans le projet. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils ne soient pas expropriés d'une certaine manière par les détenteurs du capital. D'abord parce qu'en fait, dans l'ESS, soit les détenteurs du capital sont, disons, on voit leur rémunération limitée, soit parce qu'il n'y a pas de capital, typiquement dans les associations, hein. Les associations n'ont pas de capital, évidemment. Donc ça, c'est un deuxième aspect, c'est qu'il y a un but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne rémunère pas, ou très peu, des actionnaires. Voilà. Troisième volet, c'est une gouvernance démocratique et participative. Donc, qui là aussi peut prendre des formes extrêmement différentes, hein, et là aussi, à vrai dire, assez inachevée, hein. La démocratie n'est jamais achevée, d'ailleurs, elle est toujours en crise, on le voit bien au niveau national. Et donc, c'est vrai aussi dans l'ESS, mais toujours est-il que statutairement, les organisations de l'ESS, pour l'essentiel, sont des organisations qui ont une structure, une organisation démocratique et ou participative. Parce que démocratique, ça veut dire une personne, une voix, mais une personne, une voix, ça ne veut pas dire que
c'est vrai pour toutes les parties prenantes. Par exemple, dans une coopérative, alors il y en a moins maintenant, mais dans une coopérative de consommation, ce sont les consommateurs qui sont adhérents de la coopérative qui vont voter, pas les salariés. Voilà. Donc, du coup, il peut y avoir aussi des formes de participation où on va essayer justement d'ouvrir davantage, évidemment, la gouvernance. Donc, ça reste démocratique, c'est juste que le corps électoral, quelque part, ne s'étend pas forcément à toutes les parties prenantes. Voilà. Donc ça, c'est un élément aussi à avoir en tête. Donc il y a trois principes, vous voyez, qui relèvent de l'ESS. Donc une recherche, la recherche d'une finalité qui est autre que celle que celle de faire des bénéfices, qui peut aller jusqu'à l'utilité sociale, un but non lucratif, qui veut dire qu'on ne rémunère pas des actionnaires ou peu, et une gouvernance démocratique et participative. Ça, ce sont les trois grands principes, si vous voulez, qui permettent de cerner l'ESS. Alors évidemment, en fonction des entités, des catégories juridiques, etc., ça va prendre des formes un peu variées, ça va s'articuler différemment. Et donc, en termes d'entités et de catégories juridiques, ça veut dire qu'on a 5 types d'entités qui sont dedans. Donc, il y a les coopératives, donc, qui peuvent être extrêmement variées. Donc, on peut retrouver, si vous voulez, la forme un peu pure, c'est-à-dire celle des SCOP, notamment les coopératives de travailleurs. Il y en a à peu près 5000 en France, ça représente pas loin de 100 000 emplois. Donc, les coopératives de travailleurs, où c'est les travailleurs qui sont détenteurs du capital et qui, pour ces raisons, ont le pouvoir dans l'entreprise, se répartissent aussi la valeur, hein, qui pour partie est réinjectée dans l'entreprise et pour partie rémunère soit le travail, soit le capital. Mais comme les travailleurs sont en général les détenteurs du capital, tout va bien, hein, parce que en moyenne, 70% des travailleurs d'une SCOP sont détenteurs du capital. Voilà. Et donc ça, vous avez ce type-là. Mais vous avez des coopératives très variées. J'ai parlé des coopératives de consommation. On pourrait parler des coopératives agricoles, hein, vous en avez. On pourrait parler des coopératives de commerçants, genre Super U, qui d'ailleurs s'est renommé en coopérative U, hein, récemment. Donc là, on a ce cas-là, où là, ce sont des coopératives de second niveau, les coopératives bancaires, hein. L'essentiel de la banque de détail en France est tenu par les coopératives bancaires. Donc on y retrouve donc tout ce qui touche, je sais plus, il y a Banque Populaire, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, etc. Même si le Crédit Agricole, parfois, par exemple, eux, ils ont une filière cotée, hein, donc ce n'est pas toujours tout à fait parfait, mais ils ont une filière cotée en bourse, mais après, ils ont quand même un réseau local assez dense et souvent intéressant. Voilà. Bon, évidemment, la première banque de l'économie sociale, historiquement, c'est le Crédit Coopératif, qui est souvent la banque aussi des associations. Voilà, donc pour vous donner quelques exemples. Il y a les mutuelles, donc coopératives, les mutuelles. Donc on retrouve toutes les mutuelles de santé, hein, évidemment, donc MGN, Harmonie Mutuelle, MNT, etc. Euh, il y a aussi Aesio, enfin voilà, bon, il y en a plein. Les mutuelles de santé, les mutuelles d'assurance, donc celles des instituteurs, la Maif, historiquement, la Massif, la MAF, la Matmut, bon. Donc toutes ces mutuelles également d'assurance. Voilà, on y retrouve des associations dans leur infinie diversité. À vrai dire, les gros des bataillons de l'ESS, c'est pas loin de 80%, sont en fait le gros des emplois dans l'ESS, ce sont des associations, ce sont des emplois associatifs. 40% de l'ESS est dans le secteur social et médico-social et essentiellement qui est associatif, hein. Il peut être mutualiste aussi et il peut être aussi sous forme de fondation, mais très souvent ce sont des associations. Donc on va retrouver tout le champ de la lutte contre la pauvreté, de la lutte contre les exclusions, le soutien aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées, à la petite enfance, hein, les crèches associatives, hein. Il y a un nouveau scandale sur les crèches privées. Ben, heureusement, à l'origine, c'était plutôt des crèches associatives. Voilà, on a évidemment tout un tas de structures aussi dans le domaine de l'éducation populaire. Il peut y en avoir évidemment dans le champ de l'environnement. Toutes les associations environnementales de fait sont membres, je veux dire, de l'ESS. Et puis on pourrait comme ça continuer évidemment très longtemps. Donc les associations dans leur infinité de diversité, les fondations, je l'ai dit. Alors il y en a en gros pour faire court, il y en a de deux types. Donc il y a les fondations qui sont opératrices, c'est-à-dire qui vont mettre en œuvre des activités. Par exemple, moi, à côté de chez moi, il y a Bagatelle, donc qui est un hôpital, en fait, qui est une fondation qui voilà, n'a rien à envier au public, hein, et voire même, sans doute, c'est plutôt l'inverse. Mais toujours est-il, donc, il y a des hôpitaux, par exemple, qui peuvent être tenus par des fondations. Et il y a des fondations redistributrices. Donc, ça va être des fondations, soit de particuliers qui ont une fortune que, quelque part, ils redistribuent de manière privée, voilà, même s'ils bénéficient par ailleurs d'avantages fiscaux,
Et ça peut être aussi des fondations d'entreprises, hein, il y en a de plus en plus, évidemment, qui se créent dans cette logique. Et enfin, dernière catégorie d'acteurs, ce sont les sociétés commerciales de l'ESS. Donc, ce sont des sociétés commerciales qui reprennent les grands principes de l'ESS que j'ai indiqués tout à l'heure et qui les inscrivent dans leur statut, hein, et qui poursuivent comme ça souvent une mission d'utilité sociale. Donc, on en retrouve beaucoup dans le champ social ou environnemental. Voilà. Donc ça, c'est l'économie sociale et solidaire dans toute sa diversité. Voilà. Ça, c'était peut-être pour définir, cadrer un petit peu les choses. Après, donc vous le voyez, c'est un champ qui finalement a des règles de fonctionnement, a des modalités de régulation qui sont différentes de l'économie dominante, qui propose aussi des modes de coordination qui, pour les même si c'est imbriqué, mais qui, disons, sont différents de la concurrence. En gros, l'État a un principe de coordination qui est public. Alors, l'exemple, évidemment, c'est le plan. Tu vois, on va coordonner l'activité économique via le plan. Là, ça revient avec évidemment la planification écologique, mais en France, on a bien connu ça, période de Gaulle et autres. Donc, il y a ça. Il y a le marché qui, lui, a un principe, un mode de coordination fondé sur la concurrence. Évidemment, les acteurs de l'ESS, ils sont aussi soumis, mais eux, ils ont plutôt tendance à promouvoir un autre principe de coordination, hein, même si après, tout ça est affaire de rapport de force entre les différentes catégories d'acteurs, et c'est plutôt fondé sur la coopération, hein. C'est ce qui explique d'ailleurs que ces acteurs de l'ESS, qui à la fois du fait même de leurs règles de non-lucrativité, de poursuite d'objectifs autres que la recherche de bénéfices, de gouvernance participative démocratique, sont des acteurs qui répondent aux besoins locaux, hein. Donc véritablement, ce sont des acteurs qui ne recherchent pas les bénéfices, mais plutôt la réponse à des besoins locaux, et donc ont un fort ancrage territorial et souvent travaillent avec d'autres acteurs autour, hein. Ils sont souvent, voilà, ils mènent souvent des actions de mutualisation, de coopération avec des acteurs locaux. Donc, ils sont d'autres modes de coordination, évidemment, qui ne sont pas dominants, hein, aujourd'hui, mais pour peu que la puissance publique les soutienne un peu plus, pourraient le devenir. Donc ça, c'est voilà, pour essayer de cerner un petit peu ce champ de l'ESS. Alors maintenant, pour en venir à la question fondamentale, c'est que je vous dis, c'est présent dans tous les secteurs d'activité. Je vous en ai fait un petit peu le portrait rapide, hein, là, en vous détaillant les catégories d'acteurs. Et donc, vous voyez que c'est présent dans tous les secteurs d'activité. Et parfois, ça peut être très dominant dans le champ, même dans des champs où on s'y attendrait pas, les champs financiers notamment, hein. J'ai cité les assurances, avec les mutuelles d'assurance ou les mutuelles de santé. J'ai cité le champ bancaire, hein. Bon, pour la banque de détail, évidemment, hein, c'est pas vrai pour les activités financières. Mais pour la banque de détail, évidemment, c'est l'ESS qui est majoritaire, hein. Donc, vous voyez, même dans des champs où on ne l'attendrait pas, en fait, elle est majoritaire parfois. Voilà. Et elle est évidemment majoritaire, je l'ai dit, dans le domaine social, etc. Bon. Donc ça, c'est, vous voyez, le portrait un petit peu. Et puis on peut la retrouver même dans des endroits où on s'y attendrait le moins. Même dans le football, par exemple, puisque Bastia est une coopérative. D'ailleurs, on essaie de copier à Bordeaux, puisque là, c'est un peu compliqué pour les Girondins en ce moment. Et donc, on se demande s'il ne faudrait pas transformer les Girondins de Bordeaux en coopérative. Et on prend exemple sur Bastia. Voilà, comme vous n'êtes pas très loin, je me permets de le signaler. Donc, vous voyez, ça peut être dans l'ensemble des champs, dans l'ensemble des secteurs d'activité, finalement, dans l'ensemble des domaines de l'activité humaine. Voilà, ça, c'est vraiment le principe. Donc, c'est un contre-modèle. C'est un contre-modèle et un contre-mouvement, à vrai dire. Voilà, le SS, hein. Le point de départ, c'est ça. Même si, évidemment, je vous l'ai dit, il y a un peu des tensions, évidemment, parce que c'est un contre-modèle et un contre-mouvement qui se trouvent évidemment pris dans des arrangements institutionnels où, en réalité, c'est le marché qui domine. Donc, forcément, que ça a des effets de contagion, des effets de pression sur l'économie sociale et solidaire. Toujours est-il que, il se trouve que par ailleurs, cette économie sociale et solidaire qui a été pensée en réalité et construite au XIXe siècle plutôt pour prendre en charge la question sociale, hein, ce qui explique cette prévalence des activités sociales, eh bien, s'avère tout à fait adaptée pour penser les enjeux de long terme, en fait, aussi en matière écologique. Voilà. Donc, ça n'a pas été pensé pour l'écologie, même si ça tend à évoluer dans ce sens-là, mais il se trouve que c'est particulièrement adapté à la question de la transition écologique. Je prendrai quelques exemples. Si je prends par exemple la question des mobilités, les mobilités, on dit il faut décarboner les mobilités. Bon, eh bien, vous avez des acteurs de l'ESS, effectivement, qui sont pionniers en la matière et qui ne se contentent pas, si vous voulez, de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. Ce qui, en fait, est bien, mais ne suffit pas, évidemment, puisque derrière, il y a ce qu'on appelle les effets rebonds. C'est-à-dire que si vous faites une innovation technologique qui fait que vous consommez moins à l'unité, en réalité, vous allez consommer plus, parce que chaque unité va se mettre à consommer plus et donc à dépasser les économies qu'elle réalise elle-même. Et en réalité, vous allez avoir de plus en plus de gens finalement qui vont le faire également. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle des effets rebonds. Et donc, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut changer aussi les usages. Voilà, il ne suffit pas finalement de réduire la consommation avec des innovations technologiques, mais il faut aussi modifier les usages, les comportements. Et c'est là, sur ces innovations socio-techniques, au fond, que l'économie sociale et solidaire se positionne.
On peut penser à l'autopartage. À Bordeaux, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en milieu urbain, notamment, vous avez tout ce qui va relever de l'autopartage. Et donc, Cities, notamment, qui est une coopérative d'autopartage, hein, qui a le marché, on va dire, sur Bordeaux. C'est une coopérative, donc c'est des véhicules électriques, mais derrière, il y a des usagers qui sont abonnés à ces véhicules et qui donc n'ont pas besoin d'être possesseurs de la voiture. Donc, en gros, je crois que c'est une voiture pour 8 personnes, en fait. Voilà. Donc, ça permet là de réduire assez significativement. Et puis, les gens, du coup, ont souvent des alternatives à la voiture individuelle pour leur mobilité. Il y a typiquement Mobicop qui a développé des solutions en matière de covoiturage. C'est particulièrement vrai en Bretagne, hein, où ils sont assez implantés. Voilà, donc des solutions de covoiturage. Et là, c'est une coopérative qui le fait. La différence par rapport à Blablacar, c'est que l'argent sert le projet et pas les actionnaires. Voilà, donc c'est une différence significative. Donc ça, vous voyez, pour vous donner des exemples, la plupart des solutions de mobilité en matière de vélo normal ou vélo électrique, c'est porté par des associations ou des coopératives, hein. Très majoritairement, il y a une filière, on va dire, vélo qui devrait enfin, se structurer et elle se ferait essentiellement dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc là aussi, vous avez des formes de mobilité alternatives, hein, qui se créent. Bon, je pourrais multiplier les exemples. C'est vrai dans le champ du réemploi pour l'économie circulaire et les déchets. Si vous regardez, les premiers acteurs en matière de réemploi de déchets, c'était les acteurs de l'ESS. Historiquement, c'est Emmaüs. Bon, là, en ce moment, ils ont un peu de la contre-pub, si vous voulez, avec les histoires de l'abbé Pierre. Mais Emmaüs, historiquement, a inventé le réemploi en réalité, hein, dans le sillage en fait de ce qui se faisait avant, les chiffonniers, etc. Bon, au 19e siècle, n'empêche qu'ils ont réinventé le réemploi après-guerre et ça s'est développé. Donc ils ont fait aussi le relais, hein, vous avez les bornes, je ne sais pas si c'est le cas aussi en Corse, mais enfin normalement j'imagine que oui. Il y a les bornes le relais pour déposer les vêtements par exemple qui existent. Voilà, là, c'est du réemploi de vêtements. On peut penser à l'électroménager, vous avez Envie qui a développé des solutions de réparation et de réemploi dans le domaine électroménager. Voilà. Donc souvent, ce sont des activités d'ailleurs qui font le lien avec l'insertion par l'activité économique. Donc on permet à des personnes éloignées de l'emploi de se réinsérer et en même temps, vous voyez, elles contribuent à des activités qui sont enfin, qui relèvent de la transition écologique. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple mobilité, un exemple déchets. On pourrait prendre l'exemple de la transition énergétique également. Avec évidemment des solutions. Typiquement, bah, les énergies renouvelables, en France, le débat il a été amené par Enercop, hein, pour beaucoup. Enfin, il y avait des antécédents évidemment à tout ça, mais il s'est accéléré dans les années 2000 avec la création d'Enercop, hein, qui est un fournisseur d'énergie 100% verte, voilà, et qui est venu, on va dire, offrir une alternative de ce point de vue à EDF à l'époque, hein. Donc, vous voyez, ça peut même être des alternatives au secteur plutôt public, on va dire. Voilà, et là, en l'occurrence, au nucléaire, évidemment. Donc là, il y a des alternatives, évidemment, de ce type dans le domaine aussi énergétique, et on pourrait comme ça continuer à l'envie. Parce qu'en fait, pourquoi l'ESS permet cela? Ben, d'abord parce qu'en fait, quand vous regardez la transition écologique, pour l'essentiel, elle doit se penser au niveau local, hein, voilà. D'ailleurs, tous les grands penseurs écologistes pensaient qu'il fallait penser l'écologie de manière décentralisée, hein, voilà. Ça, c'était quelque chose d'important. Et puis de manière aussi autogestionnaire, autogérée, c'est-à-dire faire en sorte que les habitants s'impliquent, qu'il y ait une participation très forte. Et les modèles de l'ESS, évidemment, parce qu'ils répondent à des besoins plutôt que de se mettre dans la course au profit, parce qu'ils impliquent effectivement, ils ont des modèles qui permettent d'impliquer des parties prenantes, eh bien, se révèlent tout à fait aptes à conduire au fond ce type d'activité. Et c'est par ailleurs évidemment plus compatible avec des enjeux de long terme quand vous n'avez pas à répondre à des exigences et des pressions actionnariales, d'exigences de rendement, notamment à la fois rapides et croissants en matière de bénéfices et de distribution de ces bénéfices. Voilà. Quand vous n'avez pas cette pression-là, évidemment, vous êtes plus compatible aux enjeux de long terme. C'est pour ça aussi que, évidemment, l'ESS s'avère particulièrement adapté dans ce champ-là. Alors, pour peut-être conclure là-dessus et ne pas être trop long, parce que je pense que j'atteins là bientôt, d'ici 2 minutes, mes 20 minutes. Donc, pour conclure un peu sur ces éléments, et voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum d'exemples. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'au fond, l'économie sociale et solidaire réfléchit sur cette base-là et à un niveau un peu théorique. Vous avez un auteur qui s'appelait Karl Polanyi, qui a écrit en 1944 un livre qui s'appelle La Grande Transformation. Et lui, il disait, au fond, l'économie, elle est traversée par deux mouvements. Il y a un mouvement d'autorégulation de l'économie, du marché plus exactement, c'est-à-dire que le marché finalement se désencastre de la société, c'est-à-dire le marché s'autonomise et finalement même prend le pouvoir sur la société, c'est-à-dire qu'il impose ses exigences à la société. Vous voyez, typiquement, il y a une crise du capitalisme en 2008, on va éponger les dettes, il n'y a aucun problème. Et puis derrière, bon, ben, il y a une crise des finances publiques, puis pas de souci, on va faire des politiques d'austérité.
Voyez. Donc ça, typiquement, c'est une forme d'autorégulation du marché, hein, qui n'a pas hésité à instrumentaliser en réalité les États pour se perpétuer, puisque derrière, en matière de régulation, ça a été assez faiblard en réalité. Donc ça, c'est un premier niveau, vous voyez, d'autorégulation du marché. Il y a un deuxième mouvement qui est plutôt celui de l'autoprotection de la société. Donc ça, on pourrait considérer que éponger les dettes, c'était plutôt se protéger dans un premier temps. Ça s'avérait finalement assez faux à moyen terme. Mais en tout cas, il y a l'idée que la société va se protéger face au marché. Et donc, elle peut le faire, la société et la nature, hein. En réalité, Polanyi, il dit les deux. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'autoprotection de la société et de la nature, hein, face au marché. Et donc, comment on va faire? Ben, on va imposer des règles, des régulations sociales et environnementales au marché. Eh bien, il y a l'État qui le fait, bien sûr. Alors ça va être la planification écologique, plus tout un tas de normes environnementales, etc. Bon, même s'il faut parfois penser la dimension sociale, hein, c'est ce qu'oublie parfois un peu l'État et ce qui crée quelques contestations sociales, n'est-ce pas? On peut penser aux gilets jaunes, à la colère des agriculteurs et autres. Mais il y a aussi une autre manière de procéder, nous dit Polanyi, c'est la société civile qui s'organise elle-même. Donc ça peut être des syndicats, évidemment, mais ça peut être aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont créer, hein, vous l'avez compris, ils ont des règles particulières, et donc ils vont utiliser ces régulations pour essayer de maîtriser finalement le marché, de le réguler. Et ça, c'est un point important. Donc l'ESS, finalement, c'est ça, pour conclure là-dessus, c'est une manière d'avoir finalement de monter des nouveaux compromis, hein, pour faire en sorte finalement eh bien à la fois évidemment qu'il y ait un développement économique, mais que ce développement économique soit au service de la société, hein, et donc qu'il soit pour cette raison normé, régulé par des enjeux sociaux et environnementaux. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été.